route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour et ravi de vous retrouver. Bonjour Mickaël et bonjour à vous Pierre Moscovici. Bienvenue sur l'antenne de Radio Classique et Public Sénat en direct. Alors il y a évidemment beaucoup de questions qui se posent ce matin. L'affaire Guérini, ce qui va se passer au G20, ce qui s'est déjà passé en marge de ce G20 hier soir. D'abord, est-ce que vous comprenez l'attitude des Grecs? Parce que semble-t-il, ils ont vu Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Ils ont accepté que la question se porte sur l'euro. Et puis maintenant, on apprend ce matin via le ministre des Finances que finalement, ils ne l'acceptent pas et qu'ils veulent que la question parte sur l'accord du 27 octobre. Qui, dans cette affaire, gère mal la situation? D'abord, on ne sait pas qui est il, les Grecs. Je connais Georges Papandréou, ouais. Je sais qui est... là, c'est le ministre des Finances. Je sais qui est M. Venizelos, qui est à la fois son allié et puis aussi son concurrent au sein du PASOK. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, depuis le sommet de la semaine dernière, mais en réalité depuis beaucoup plus longtemps, il y a une crise politique en Grèce. Et cette crise politique, elle a été engendrée par la mauvaise gouvernance européenne. Mettez-vous à la place de Georges Papandréou. Je ne dis pas que j'approuve le référendum. Je n'ai jamais été pour le référendum sur l'Europe. Je trouve que c'est assez dangereux et qu'on répond à d'autres questions que les questions posées. Mais voilà un Premier ministre à qui on demande, depuis 18 mois, d'avaliser des plans qui ne sont jamais mis en œuvre, qui sont à chaque fois des plans d'austérité. Et ceux-là sont mis en œuvre. Les Grecs payent cela, et ils payent aussi les errements de leurs anciens dirigeants. Et au final, on arrive avec un plan superbe du point de vue de Mme Merkel, un peu moins superbe du point de vue de Nicolas Sarkozy, mais très dur pour les Grecs. Et à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une forme de validation. Mais c'est pas une raison pour louvoyer. Là, vous êtes bien gentil, mais c'est pas une raison pour dire oui quand il est là le 27 octobre et puis dire 2 jours après, ben non, c'est pas ça. Je ne suis pas l'avocat de Georges Papandréou. Et je pense en effet qu'il aurait été mieux qu'il prévienne ses homologues. Ça fait 2 fois en 8 jours. À commencer par Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, qu'il aurait été mieux. Mais en même temps, il ne pouvait pas revenir devant les Grecs en disant à 15, à 17, dans une salle, on a décidé ça, taisez-vous. Et il y a la politique, il n'y a pas que les marchés, il n'y a pas que la France et l'Allemagne, il y a aussi les peuples. Et comprenez que la démocratie, qui d'ailleurs a été fondée à Athènes, ça existe. Alors après, dans cette crise politique, il y a des soubresauts, et ces soubresauts, on les voit tous les jours, au fond. D'abord, l'annonce du référendum, ensuite, le fait que, devant Angela Merkel et Nicolas Sarkozy hier, il est dit le référendum va être avancé, pour limiter la période d'incertitude, 4 décembre, et il a concédé que la question serait une question de fond, c'est-à-dire est-ce que la Grèce veut ou pas rester dans l'euro, mais son ministre des Finances n'est pas forcément d'accord avec lui. Mais écoutez, pardonnez-moi, mais nous sommes dans une démocratie en France qui n'en est pas tout à fait une. C'est-à-dire quand le président de la République a dit blanc, c'est blanc. Le gouvernement suit, la majorité parlementaire s'aligne, il n'y a jamais de débat, et dans d'autres systèmes qui sont des systèmes parlementaires, il y a ces débats-là, et manifestement, ils ne sont pas d'accord, parce que cette question-là est une question quand même extrêmement punitive. Quand vous parlez de mauvaise gouvernance européenne, vous voulez aller plus loin? Est-ce que vous voulez parler de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel, ou vous voulez parler des autres pays européens? De qui, précisément? La France et l'Allemagne, depuis le début de cette crise, se sont instaurés en gouvernement autoproclamé, en directoire autoproclamé de l'Europe. Et que s'est-il passé? Ça fait 18 mois qu'on tergiverse. 18 mois qu'on est incapable de prendre la mesure d'une situation. 18 mois qu'on sait que la Grèce ne pourra pas rembourser sa dette. 18 mois qu'on fait comme si. 18 mois qu'on discute sur le poids de la décote de ceci ou de cela. 18 mois qu'on lui impose des plans. Tout ça, c'est de la faute d'Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Pardonnez-moi, 18 mois. On parle aujourd'hui des aides qu'on ne verserait pas. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est très habile. Quand on veut convaincre quelqu'un de voter oui, leur mettre un peu le couteau sous la gorge, faire une forme de chantage, je ne suis pas certain que ce soit la meilleure manière. Mais bon, cette aide-là, c'est une aide qui a été décidée il y a 18 mois. C'est même pas l'aide du dernier plan. Et donc, si vous voulez, non. Il n'y a pas eu de bonne gouvernance de l'Europe de la part d'Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas eu prévoyance, il n'y a pas eu solidarité. Et dès lors qu'il n'y a eu ni prévoyance ni solidarité, on se trouve dans cette situation de crise politique. Encore une fois, je n'approuve pas le fait que Georges Papandréou convoque ce référendum. Je n'approuve pas qu'il n'ait pas prévenu ses homologues, mais je dis en même temps que la crise politique et la crise sociale, elles étaient fatalement filles d'une Europe qui méprise la démocratie. Alors, je vais aller plus loin, et qu'il est logique qu'un Premier ministre se tourne devant son peuple d'une façon ou d'une autre. Je vais aller plus loin que ce que voulait dire Mickaël, et il va enchaîner derrière moi. On a l'impression quand même qu'à la direction du Parti Socialiste, dans la perspective des présidentielles, au fond, vous êtes plus ou moins implicitement pour un échec de ce qui se passe, parce que ça deviendrait un échec de Nicolas Sarkozy. Pas du tout. Donc ça vous arrangerait. Mais en fait, comme il l'a dit hier soir, entre 23h et minuit, c'est quand même l'avenir de l'euro et de l'Europe qui se joue là. Pourquoi ne pas exprimer une certaine forme de solidarité? Il y a autre chose qui se joue.
c'est pas seulement l'avenir de l'euro et de l'Europe, c'est aussi une partie de l'avenir français. Moi, je ne souhaite alors pas, pourquoi ne pas le soutenir? je ne souhaite pas que nos banques soient en difficulté. Je ne souhaite pas que le prochain budget soit encore plus difficile à boucler. Je ne souhaite pas que les taux d'intérêt français augmentent encore. Je ne souhaite rien de tout ça. Je voudrais, pardonnez-moi, je voudrais un Sarkozy meilleur. Et moi, ce que je dis, ce que je constate, c'est que là, ce qui se passe, cette crise, c'est parce qu'on a fait trop peu et trop tard. Et j'ajoute, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Parce qu'il y avait deux solutions. Deux solutions, on va comprendre en deux mots. Il y avait d'abord soit on monétise la dette, c'est-à-dire on dit à la Banque Centrale Européenne, voilà, vous pouvez maintenant ouvrir les vannes. C'est ce qui se passe un peu aux États-Unis. Soit on mutualise la dette, c'était la thèse des eurobonds. Et au lieu de ça, on a refusé les deux, on s'est mis entre les mains des Chinois, et on est dans cette situation qui est une situation qui n'est pas bonne. Et donc je dis, moi, que je souhaite en effet qu'un plan de stabilisation réussisse. Je souhaite que les Grecs, s'ils sont consultés, votent oui. Je souhaite qu'ils votent oui. Si j'étais grec, je plaiderais pour cela. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et je ne suis pas certain d'ailleurs que faire intrusion dans leur débat soit la meilleure des solutions. Mais en même temps, constatons qu'on n'a pas de blanc-seing à donner à Nicolas Sarkozy dès lors qu'il n'a pas fait... Une avalanche de questions. Au sein du Parti Socialiste, vous êtes aussi sur une position peut-être difficile à tenir. On se rappelle qu'en 2005, pour le référendum de la Constitution européenne, il y avait eu les oui, les non au sein du PS, et que le PS était sorti éclaté. Sur cette position, est-ce que vous sentez un consensus ou un PS divisé? Non, je ne sens pas de division, je ne vois pas la ligne de division. C'est-à-dire que nous pensons tous, que la gouvernance européenne n'est pas satisfaisante, c'est d'ailleurs ce qu'ont dit Martine Aubry et François Hollande ensemble. Nous pensons, qu'on n'a pas trouvé les bonnes solutions européennes, celles que j'ai évoquées. Et on pense aussi il y a les pro-référendums et les contre-référendums. Non, mais ça, c'est pas notre sujet. Je veux dire, le référendum, encore une fois, ce que je dis simplement, moi je ne suis ni pour ni contre le référendum, je dis que je suis pour la démocratie. Et que cette idée un peu folle, qu'il suffit de convoquer quelqu'un dans un sommet à Cannes, ou de le convoquer dans un Conseil européen et de lui dire, voilà, tu rentres chez toi, puis tu t'assieds sur ton Parlement, ton gouvernement, ton opinion, c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir été floués, puisqu'ils l'ont eu face à lui une semaine avant. Durand, je vous lis les propos de Nicolas Sarkozy hier soir. Nous ne verserons pas le moindre centime à la Grèce tant qu'elle n'aura pas adopté l'ensemble du plan qu'elle avait. Je vais vous citer d'autres propos de Nicolas Sarkozy. Tenez, ça va changer. Nicolas Sarkozy, dimanche, il a une déclaration disant, il faut la solidarité. Moi, j'appelle les Grecs aussi à la solidarité envers l'Europe. Quand on appartient à un groupe, il est assez logique qu'on définisse des règles communes et qu'on les observe. Et donc, je suis pour ça. Mais il a parlé aussi de la légitimité. Il n'y a que quelques caciques de l'UMP qui pensent qu'il n'est pas légitime qu'un Premier ministre consulte un peuple. Alors, encore une fois, ce que ce soit par le référendum, même le président l'a dit. Mais même le président, il a dit que le référendum... Il a dit légitimité. Oui. Donc ne lui faites pas dire non plus, en l'occurrence, à Nicolas Sarkozy, ce qu'il ne dit pas. Et donc, c'est quoi ce matin que Papandréou a un pistolet sur la tempe, c'est ça? Qui est obligé de dire oui? Je dis pas ça. Enfin bref, si vous voulez, nous sommes aujourd'hui le jour du G20. Et ce que je constate, c'est que cette réunion qui devait être consacrée à la régulation financière internationale, qui devait trouver des pistes, est une réunion dans laquelle le reste du monde se penche au chevet d'une Europe malade, sans d'ailleurs très bien comprendre ce qui se passe en réalité. Car mettez-vous du point de vue de la Chine, eux ils comprennent puisqu'on s'est mis entre leurs mains, mettez-vous du point de vue des États-Unis, mettez-vous du point de vue des émergents, il y a comme ça... on est la risée du monde. Ils sont un peu comme des spectateurs à l'occasion d'un psychodrame. On est la risée du monde. Non, je ne veux pas dire ça parce que moi je pense que l'Europe est un continent formidable, que c'est un modèle qui va se redresser. Mais ce que je veux dire, c'est que pour que ce modèle se redresse, il faut deux conditions supplémentaires. Il faut de la stabilité financière. Et pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, je souhaite ardemment que nous sortions de cette situation. Je voudrais que la France conserve son triple A. Je souhaiterais que l'Europe sorte de cette ornière. Mais il faut deux dimensions supplémentaires. La première, en effet, je rejoins ce que disait tout à l'heure Cécile Cornudet, il faut de la croissance, il faut de la justice sociale. Parce que l'austérité ne fait pas un projet réaliser ça. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut de la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut perdre cette mauvaise habitude que peut-être les Français et les Allemands ont prise, de penser que dès lors qu'ils se concertent ou se passent des coups de fil, ça y est, c'est fini, et que tout le monde ait le doigt sur la couture du pantalon. Ce n'est pas comme ça que fonctionne de grandes démocraties matures, et l'Europe est le continent de la démocratie. J'en reviens à la dernière intervention, non pas au sommet, mais à la télévision du président de la République. Il avait l'air de dire, finalement, moi, on me demande de gérer une situation qui intègre la Grèce dans l'Europe, mais... a-t-il dit à la télévision, finalement, moi j'étais pas tellement pour, on a fait rentrer la Grèce dans l'Europe dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes, puisqu'entre les Grecs et les Allemands, il y a quand même sur le plan de la rigueur budgétaire une énorme différence. Et implicitement, il accusait les gouvernements et les présidences précédentes d'avoir laissé rentrer les Grecs dans des conditions inadmissibles budgétairement. Je peux rappeler les choses, puisqu'à l'époque... Je suis obligé de crier, pardonnez-moi. J'étais le ministre des Affaires européennes. Ben justement, ça s'adressait peut-être à vous. D'un gouvernement qui s'est... C'est peut-être vous le laxiste qui avait laissé rentrer les Grecs. Et le président de la République s'appelait Jacques Chirac, et c'est lui qui présidait notre délégation
délégation au Conseil européen. Il a beaucoup plaidé pour cela. À l'époque, Nicolas Sarkozy était un haut dirigeant de l'UMP, certes libre, mais il avait par exemple tiré la liste de l'UMP aux élections européennes de 1999. C'était pas encore l'UMP, c'était le RPR à l'époque. Et donc il était solidaire de tout ça. Et je trouve que sa remarque était fausse. C'est-à-dire qu'à l'époque, personne ne pouvait imaginer que les Grecs, les gouvernements grecs, les gouvernements conservateurs grecs, ceux dont manifestement l'UMP, on espère qu'ils vont reprendre le pouvoir, allaient truquer les comptes comme ils l'ont fait. Et la Grèce pouvait réussir son entrée dans l'euro, à condition, et ça, c'est la gouvernance de la zone euro, encore une fois, qui est en cause, qu'il y ait eu une surveillance multilatérale des contrôles qui lui auraient contraint à respecter les disciplines communes. C'est parce qu'il n'y a pas de contrôle des disciplines communes que la Grèce s'est trouvée dans cette situation. Ce n'est pas la décision politique de la faire rentrer qui était mauvaise. C'est les modalités du fonctionnement de la zone euro qui n'ont pas permis que cela réussisse comme cela devait. Mickaël. Une question aussi de politique peut-être plus nationale, mais qui est en rapport avec cette crise. Sondage Ipsos hier, Marine Le Pen gagne 3 points, quasiment 20% des intentions de vote. Est-ce que c'est les populistes qui sont en train de gagner et une peur d'un 2002 bis ? Ça n'est pas à écarter, et donc il faut être extrêmement vigilant. L'élection présidentielle, on est à 6 mois, elle n'est pas jouée. Il y a une attente de changement extrêmement forte, une crédibilité de la gauche et de François Hollande qui est extrêmement puissante, un désir de changement qui est, je crois, renversant, l'envie d'avoir un autre président que Nicolas Sarkozy, mais on sait que ça peut bouger. Et j'observe qu'il y a 3 candidats qui sont à des niveaux extrêmement élevés et que le Front National, aujourd'hui, est à un niveau plus élevé que celui de Jean-Marie Le Pen le 21 avril 2002. Donc je suis très vigilant par rapport à ça. Mais réalisez une chose quand même, c'est qu'à force de dire, comme on le fait à l'UMP, que les peuples, ça ne compte pas, à force de dire, par exemple, que M. Papandréou, ça n'est rien, que l'austérité, c'est normal, On fait monter les populistes. je crains, pour ma part, que ce thème de la souveraineté est un thème dont le Front National s'empare. Et je dis, moi, que nous devons à la fois, et Dieu sait que je suis européen, construire l'Europe complètement, mais respecter aussi les souverainetés nationales. Alors, plusieurs questions. Et ça passe par la démocratie, encore une fois. Est-ce que le programme du PS est totalement caduc dans le contexte d'aujourd'hui? On a vu Jérôme Cahuzac arriver à la télévision et dire, en gros, je ne vais pas déchirer ma feuille, mais que ce programme n'avait plus aucun sens dans le contexte actuel. Il n'a pas du tout dit ça. Ce qu'il a dit... Il a laissé quand même entendre, pardonnez-moi. Je pense qu'il faut qu'on ait des termes de langage assez précis. Ce projet a été voté par tous les socialistes. Ce projet, c'est notre référence commune. Ce projet, c'est un socle. On ne sait pas quelle sera la croissance sur la période. On connaît la croissance 2012. En revanche, chacun sait, et tout le monde en convient d'ailleurs, que ce projet sera adapté. Qu'on ne peut pas faire comme si ce qui était prévu pour une certaine conjoncture, 2%, 2,5%, soit réalisé immédiatement dès lors qu'on a une conjoncture de 1%, celle que nous laisserait... Ça concerne quoi, les emplois subventionnés? Ça concerne quoi exactement? Il faudra qu'au début de l'année prochaine, parce que c'est là le lancement de la campagne, on ne va pas nous tout dévoiler maintenant, qu'au début de l'année prochaine, François Hollande, tenant compte de la conjoncture, dise quelles sont les mesures, quelles sont les dispositions qu'il retient du projet socialiste et aussi celles qu'il ajoute. Mais tout à l'heure, pour répondre à Cécile Cournoudet... elle n'est plus là. Elle n'est plus là, mais enfin bon, je peux quand même dire... C'était assez pertinent ce qu'elle a dit. Notre projet, ce sera un triptyque. C'est d'abord la vérité. Il faudra réduire les déficits. Et ça, c'est un engagement, mais vraiment, qui ne sera pas remis de côté. Deuxièmement, ce sera en effet la justice. Et ça passe par la fiscalité. Pas seulement par une hausse de la fiscalité, pas tellement par une hausse de la fiscalité. Et troisième point, parce qu'il y a une dernière question de Mickaël sur les mais par plus de justice. Et puis troisièmement, l'investissement. L'investissement, en effet, dans l'avenir, notamment dans la jeunesse. Mickaël. Jean-Noël Guérini ne veut pas partir de Marseille et de son siège de conseiller du président du Conseil général. Qu'est-ce que vous faites de Jean-Noël Guérini? On fait ce qu'on peut. C'est-à-dire que le Parti socialiste a pris hier des positions qui me paraissent extrêmement claires. Premièrement, les distances sont prises complètement avec Jean-Noël Guérini. Deuxièmement, le Parti socialiste a demandé à Jean-Noël Guérini, tout en respectant la présomption d'innocence, en l'occurrence, de quitter son poste de président du Conseil général. Il a dit non ce matin, on l'a entendu sur toutes les radios. Ça, vous savez, je vais vous dire une chose, je suis moi-même président de l'exécutif. Une des difficultés... On peut l'obliger à partir? Non, c'est extrêmement compliqué. D'ailleurs, il a été élu par une assemblée. Et quand bien même il n'aurait plus sa confiance, ce qui est à vérifier, il ne partirait pas pour autant. Mais ça n'est pas l'affaire du Parti socialiste. Le Parti socialiste, lui, il est clair. 1, M. Guérini s'est mis hors de cette famille politique pour le moment. 2, s'agissant de la présomption d'innocence, elle est totale. Mais 3, je crois qu'il abîme cette institution. Et donc, nous lui demandons unanimement de quitter le Conseil général. Nous verrons ce qui se passe. Mais le Parti socialiste, pour ce qui le concerne, a pris, je crois, les dispositions utiles et nécessaires. Merci d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique.